Parfait. Normalement, ça doit être bon. Alors, juste permettez-moi un petit moment. Alors, normalement, ça doit être bon. Vous m'entendez, Monsieur Perrodo? Oui, oui, très bien. Parfait, parfait, parfait. Vous arrivez à me voir en même temps? Ah ouais, Très bien, super. On peut commencer? on y va. Cool. Alors, déjà avant tout, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur Perrodo, d'accepter mon invitation et d'accepter d'être parmi nous et de nous accompagner par rapport à cette thématique dans un sujet que vous maîtrisez parfaitement, dans un sujet d'où vous avez une grande expérience dans le métier du retail. Donc, je tiens tout d'abord déjà à commencer par pour les gens, on est déjà présent sur Facebook Live. On est là actuellement, on est à peu près une trentaine de personnes qui nous suivent sur Facebook, sur ma page et aussi sur différents groupes dédiés au développement du commerce et du retail et e-commerce. De principe, j'essaie avant tout de présenter Monsieur Perrodo, si vous permettez. Donc, du coup, Monsieur Perrodo, mon invité d'honneur ce soir, c'est mon ancien professeur. Et c'est une personne qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup permis de connaître la distribution et de connaître les métiers de retail en général. Monsieur Frédéric Perrodo, c'est une personne avec plus de 30 ans d'expérience dans le monde du retail, en France comme à l'étranger, avec plusieurs interventions, que ce soit en continent américain, en Europe, en plusieurs pays en Europe et aussi en Afrique, au Maroc principalement. Donc, c'est aussi le cofondateur du Moroccan Retail Association, un événement qui est dédié aux gens qui sont intéressés par la distribution, par le métier de retail au Maroc, et aussi les directeurs fondateurs du 5.5 Retail qui est dédié à la distribution et le métier de retail. Et aussi, il est ancien délégué général de l'Institut français du merchandising et aussi de l'Institut marocain de l'IMM, l'Institut marocain du merchandising. Donc voilà, j'espère que je vous ai présenté. On fait des choses. Parfait, parfait, parfait. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier, Monsieur Perrodo, d'être mon invité ce soir et de partager avec nous et avec les personnes qui sont présentes sur ce live des notions dans le métier de retail et sa liaison avec la transformation digitale, vu qu'aujourd'hui, on est dans un ère digital et aussi vu que c'est la thématique d'actualité, surtout avec ce qui s'est passé avec le Covid-19. Donc, pour faire vite un petit peu, on a à peu près 45 minutes jusqu'à 1 heure de webconférence. Pour faire vite, on a essayé de voir un plan. En fait, on va parler en général de la transformation du secteur du retail. Comment le secteur du retail se transforme-t-il? Quelles sont les dimensions ou bien les moyens de la transformation digitale dans le monde du retail et la vente en ligne, e-commerce? Aussi, quels sont les comportements du nouveau shopper, je dirais, ou du consommateur 2.0, génération connectée, et la réalité augmentée, comment elle pourrait éventuellement impacter la promotion des marques avec une petite notion de fil digital pour les gens qui ne connaissent pas le concept. D'accord? On y va. On y va. Go. Donc voilà, en fait, moi j'ai essayé de mon côté de préparer un petit peu d'une manière générale. Certes que n'hésitez pas à prendre la parole à n'importe quel moment. Moi, c'est que juste pour présenter des petites notions en général. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui m'a poussé à choisir ce sujet qui est d'une grande ampleur, c'est que le secteur du retail, on remarque qu'il est en pleine transformation et ce qui m'a permis en fait de voir quels sont aujourd'hui les gens qui vendent dans des circuits traditionnels, je dirais, ou de la vente standard pour essayer de changer leur habitude en vue de partir vers une extension ou bien un développement de leur business. Donc, principalement aujourd'hui, les secteurs du retail, ils se transforment, dont on voit que les commerçants, en eux-mêmes, ils ont appris à modifier leur comportement. Donc, aujourd'hui, on ne se contente plus à vendre, mais vraiment, on essaye de donner le maximum d'informations aux consommateurs pour qu'ils achètent. Donc, on essaye de pousser l'acte d'achat plus que de vendre le produit. Donc, on essaye d'échanger, d'informer et de promouvoir et surtout analyser et sectoriser le marché ou bien le produit. Donc, moi, selon une étude du magazine Forbes, c'est que 3% des commerçants sont capables d'identifier un consommateur qui entre dans leur magasin. Par contre, les e-commerçants, quant à eux, ils ont pris l'avance. Ils ont une base de données qui est plutôt définie par
tous les comportements de l'acheteur. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste savoir, Monsieur Perrodo, qu'est-ce que vous en pensez de la transformation digitale dans le secteur du retail? Alors, en fait, c'est vraiment un vaste sujet. Et donc, en France, je vais parler majoritairement de la France. Je ferai un peu de cas aussi sur les autres pays. Mais ce qui est sûr, ce qui s'est passé en France depuis 6 mois, c'est qu'en fait, on a fait plus de transformations que ce qu'on aurait fait en 3 ou 5 ans. C'est-à-dire que ce fameux Covid nous a obligés à accélérer et à obliger le retail à accélérer sur des choses qui étaient un peu, voilà, on savait qu'il fallait le faire, mais ce n'était pas évident. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, comment on le fait, comment on va le faire, là. Bref, on a été obligé d'aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que l'omni-canal, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais le phygital, c'est-à-dire vraiment la vente physique d'un côté et la vente digitale de l'autre, sont aujourd'hui anomies. Il n'y a pas moyen de se dire ah, est-ce que je fais l'un ou est-ce que je fais l'autre. On fait les deux et voilà. J'avais l'habitude de dire qu'en 2025, le e-commerce n'existerait plus. Il n'y aurait plus de e-commerce en 2025 parce qu'on ne parlerait plus que de commerce. Et il faut arrêter de parler de e-commerce, de physique commerce, de Facebook commerce, de mobile commerce. Voilà. Il y a un commerce, point. Le commerce, c'est quoi? C'est un produit, un client et un lieu de vente. Le lieu de vente peut être un magasin, bien évidemment, mais il peut également être une page Facebook, il peut être un site web, il peut être un écran, il peut être un téléphone. Je pense que là, c'est ça le magasin dans 5 ans, le plus grand magasin du monde, c'est votre téléphone. Et ça, c'est des choses que le retail est en train de prendre conscience. Et le Covid a obligé les gens à réfléchir beaucoup à ça. Et parce qu'on a découvert une chose, c'est que quand vous êtes, par exemple, alors, euh, moi j'habite à Paris, mais je ne suis pas originaire de Paris et je vais régulièrement, et j'ai confiné toute la période de confinement en Bretagne, donc dans l'ouest de la France, et qui est une région réputée pour être assez traditionnelle. C'est pas des grandes villes, c'est pas Lyon, c'est pas Toulouse, c'est pas Lille ou Bordeaux. Enfin bref, c'est très traditionnel et très petit. Et pour expliquer aux gens là-bas que, en fait, quand vous êtes marchand de chaussures ou marchand de vêtements ou quoi, votre concurrent, c'est pas celui qui est dans la rue, c'est pas celui qui est dans la ville. C'est votre concurrent, il est à Los Angeles, il est à Taïwan, il est à Rio de Janeiro, parce que vous pouvez commander. Moi demain, si je veux une paire de tongs, je commande des Havaianas à Rio et elles vont venir de Rio. Et donc mon concurrent pour le marchand de chaussures dans la rue à côté de chez moi, dans la petite ville où je vais à côté de chez moi, son concurrent, c'est un mec qui est à Rio de Janeiro. Et donc ça, il faut absolument le comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que le secteur du retail se transforme. C'est que, en fait, aujourd'hui, puisque c'est plus le produit qui va faire la différence, puisque le produit, si je veux des baskets Nike, je dois avoir à peu près 200, 250 sites sur lesquels je vais trouver jour et nuit, dimanche y compris, férié, je vais trouver des baskets Nike. Donc, ce n'est pas le produit qui va me faire la différence. Ce qui va me faire la différence, c'est l'expérience que je vais avoir dans le magasin. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut que je continue à aller dans le magasin parce que je vais être content d'y aller. Donc, comme tu dis, et tu as raison, chouette, les e-commerçants ont des bases de données de plus en plus complètes. C'est ce qu'on appelle le big data. Et pour moi, le big data, demain, va être la source de tout le progrès en fait, du retail. C'est-à-dire que plus on aura d'informations sur le shopper, et plus on va pouvoir dire, voilà, moi, je veux que ce soit lui qui vienne dans mon magasin. Et quand il va venir dans mon magasin, je veux qu'il achète ça, et puis ça, et puis ça. Maintenant, comment je vais faire pour lui vendre? Eh bien, c'est le métier de commerçant. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si le commerçant et le retail ne donnent pas de nouvelles expériences pour le shopper, eh bien, j'ai plus aucun intérêt à aller dans la boutique. Et autant que j'aille sur Amazon. Et puis, le problème est réglé. Je vais sur Amazon, sur Alibaba, sur JD.com, voilà. Et globalement, j'ai tout le commerce du monde entier. Donc, le secteur du retail se transforme. Oui, il se transforme, mais parce qu'ils n'ont absolument pas le choix. On n'a pas le choix. Et d'autant avec des générations, alors moi, c'est bon, c'est réglé. C'est pas moi qui vais bouleverser le retail maintenant. Hein. J'ai mes petites habitudes, voilà. C'est pas à mon âge qu'on va se transformer. Mais je pense à vos générations, à vous, et les générations des étudiants.
Il va falloir que les commerçants et que les distributeurs soient bien malins pour continuer à vous faire venir dans les points de vente. Effectivement. Effectivement. D'accord? Enfin, Oui, voilà, ça c'est mon point de vue. C'est vraiment de dire ça. Donc en résumé, c'est de dire 3% déjà, tu vois, pour reprendre, 3% des commerçants capables d'identifier un consommateur, je trouve que c'est énorme. Je n'aurais pas donné ce chiffre-là, moi, mais tant mieux. Hein, je pense que Forbes sait mieux que moi de quoi il parle. Mais je trouve que 3%, c'est déjà énorme, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 3%. Peut-être aux États-Unis, et encore, mais en France, ce n'est pas le cas. Et au Maroc, je ne pense pas non plus. Hein. d'accord. À peu près, on pourrait être sur quel pourcentage pour la France et principalement pour le Maroc, selon vous? Pour la France, on est à 1,5. D'accord. Et au Ok. Maroc, on est à 0,5? 1. Ok. Très bien. Ok. Bah, très bien. Alors, en fait, aujourd'hui, le consommateur ou bien ce qu'on appelle le shopper dans le métier de retail, on est plus dans un statut d'ambassadeur de marque ou bien d'ambassadeur d'enseigne en général que dans un consommateur. D'accord? En fait, puisque 50% des ventes non réalisées sur un magasin, en fait, ils sont dus à une mauvaise expérience dans le magasin. Donc, peut-être que le vendeur n'a pas su transmettre le message, le client il était mal à l'aise, quelque chose du genre, dans des circonstances différentes. Et aujourd'hui, plus de 55% des clients changent de marque après une mauvaise expérience. Donc, 40% des clients partagent leur mauvaise expérience qu'ils ont endurée ou qu'ils ont vécue dans un point de vente. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est le système de notation. Aujourd'hui, quand on rentre sur un site e-commerce, aussi la majorité du temps, la première des choses qu'on arrive à voir, c'est les avis. Donc, pour acheter, c'est que quand on voit la notation du produit, on voit les avis des gens, c'est un critère en fait qui est décisionnel où on arrive à prendre la décision finale. Donc aujourd'hui, on est plus en vue de créer une confiance avec notre client potentiel, c'est qu'il faudra travailler sur un esprit d'ambassadeur, je dirais, et de fidéliser cette personne en vue qu'elle fait de la promotion pour nos produits ou bien pour notre magasin ou bien pour l'enseigne en général. Vous en pensez quoi, M. Perrolo? Alors, euh, c'est tout à fait vrai et tu as parfaitement raison. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire que moi, si je suis content de l'expérience client et si je suis content de mon produit, je ne vais pas aller inonder les réseaux sociaux là-dessus. Si par contre, le vendeur n'a pas été sympa, si on m'a embêté, si là, oui, je vais inonder. Donc, il faut quand même mettre un sérieux bémol sur ces réseaux sociaux. Je reste persuadé qu'on a plutôt tendance à partager les mauvaises expériences que les bonnes. Il faudrait qu'on se force, qu'on s'efforce de partager les bonnes expériences, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a un autre truc, par contre, sur lequel je veux revenir et qui est lié à ça, et peut-être tu t'en souviendras, puisque j'en parle souvent pendant les cours, c'est de dire, en fait, pour vendre, il y a 3 clés d'or pour la vente. Il y a 3 choses à retenir. Il D'accord. faut, et je vais le dire en anglais parce que vous allez comprendre, ce n'est pas très simple à traduire. D'accord. Il faut de la availability. Il faut que le produit soit là. Pour que je le vende, il Oui. faut qu'il soit là. Point. Oui. Ça me paraît Présent. la Oui. base. Le deuxième, c'est la visibility. Non seulement il est là, mais Oui. je dois le voir. Et je dois le voir, et je dois comprendre ce que j'achète. Quand je dis visibility, c'est vraiment, je vois le produit physiquement, mais en plus, je vois bien si j'achète un produit laitier, par exemple, est-ce qu'il est 100% matière grasse, est-ce qu'il est 50% de matière grasse, est-ce qu'il est 10%. Si j'achète des gâteaux, est-ce qu'il y a du gluten, est-ce qu'il n'y a pas de gluten, est-ce qu'ils sont à la fraise ou à la framboise, est-ce que voilà. Donc, le produit, il doit être là et il doit être compréhensible. Et la troisième chose, et c'est là où j'ai toujours du mal à le traduire en français, c'est la shoppabilité, c'est-à-dire me mettre dans un bon état d'esprit pour acheter mon produit. Et ça, c'est l'expérience client. Et il y a tellement de choses qui vont jouer là-dessus. Un magasin pas propre, par exemple, tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur assortiment du monde. Si le magasin n'est pas propre, on n'achètera pas. Effectivement. Si le magasin, les informations sur le produit ne sont pas claires, si le prix n'est pas clair, si la date de fraîcheur n'est pas claire, le moindre doute va faire qu'on n'achètera pas. Et donc, cette notion de shopabilité va faire que, effectivement, on va être les ambassadeurs et de la marque et du point de vente. C'est-à-dire que quand tout va bien se passer, quand on va me mettre dans un bon état d'esprit, quand on va me dire, vas-y, tu peux venir, c'est bien, et voilà, je vais y aller. Je donne toujours le même exemple, et je suis sûr que tu t'en souviens. Des gens comme Zara, par exemple, à l'ouverture du magasin, Oui. il y a toujours un vêtement qui va traîner, qui ne va pas être bien plié.
c'est pas une erreur des vendeuses ou du commerçant. C'est Ouais. juste que quand vous allez rentrer dans le magasin, on va dire, allez-y, vous pouvez déplier les vêtements, vous pouvez regarder les robes, vous pouvez regarder les pantalons. Il y a déjà des vêtements dépliés. Vous voyez, si tout était trop bien rangé, si tout était, vous n'oseriez pas bouger, déplier quelque chose. Et donc, l'acte d'achat serait plus compliqué. Donc, en fait, l'expérience du client se joue sur des tas de petits détails comme ça et qui font que les choses peuvent aller très vite. Je prends un exemple. Tout le monde dit, par exemple, qu'il faut du digital dans le point de vente. D'accord? On va mettre du digital. Le Oui. problème avec le digital, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pas très stable. Il suffit qu'il y ait un gosse qui soit passé dans l'après-midi, qui ait débranché le truc, ou alors à plus forte raison aujourd'hui, que je ne sois pas très sûr de l'hygiène de l'écran. Est-ce que si je mets mon doigt sur l'écran, est-ce que je ne vais pas choper le Covid? Est-ce que voilà. Donc, le digital peut même avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si l'écran est toujours en panne, si le truc qui marche une fois sur deux, si voilà, ça donne une image déplorable. Il vaut mieux ne pas avoir de digital que d'en avoir et qui ne fonctionne pas. Donc, si je mets du digital, par exemple, dans le point de vente, pour rester sur l'exemple, sur le thème de la conférence au sujet de la transformation digitale, Oui. si j'en mets, ça doit être irréprochable. Je n'ai D'accord. pas le droit à la moindre erreur. Je n'ai pas le droit à l'écran noir, je n'ai pas le droit au programme qui ne marche pas, À je des n'ai pas le bugs. droit à l'écran dégueulasse, je n'ai pas le droit à plein de choses. Si je mets du digital, c'est parfait. Et donc, tout est comme ça. Et c'est pour ça que cette notion, en général, le distributeur, il sait bien mettre le produit, donc usability, il sait bien montrer le produit, donc visibility. Maintenant, il faut travailler sur la troisième partie, shoppability. Et c'est comment je mets dans le meilleur état d'esprit mon shopper pour qu'il achète. Qu'est-ce que je fais pour l'aider à acheter? Voilà. Très bien. Ça, Donc, c'est l'expérience client. effectivement, effectivement. Je suis d'accord sur ces 3 points, principalement, que ce soit sur un circuit standard, je dirais moderne, plus ou moins dans la GMS, ou bien aussi sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, vous devriez être visible et vous devriez avoir l'accessibilité aux produits et aussi pour Sur, faciliter sur, l'achat. sur Internet, c'est le nombre de clics pour acheter le produit. Si je dois faire 12 clics pour acheter le produit, si mon système de paiement n'est pas fiable, si quand je rentre mon numéro de carte bleue, on me dit erreur, merci de recommencer et tout, et ben je dis ça ne marche pas et je passe sur un autre site. Donc, c'est pareil, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais c'est la même chose dans les réseaux traditionnels et je pense là plus spécifiquement. Les produits sont frais, les produits sont bien présentés. Je dois avoir confiance. L'expérience client n'est pas réservée à Marjane, hein. Je pense que le marchand d'oranges ou de fruits au bord de la route, comme on en trouve beaucoup au Maroc, Ouais. il doit se tenir à ça aussi. C'est chacun son niveau. C'est-à-dire que si tu arrives et que sur le tas d'oranges, tu as un chat qui est en train de dormir, eh ben, voilà, la chopabilité, elle est morte. Effectivement, effectivement. Très bien. Donc, j'espère que les gens ils ont compris ces 3 points essentiels, je dirais des piliers au niveau consommateur en fait pour promouvoir un produit dans un magasin, que ce soit un magasin virtuel ou un magasin physique en général. Donc maintenant en fait on va passer un petit peu sur les moyens de communication, je dirais, pour avoir une bonne digitalisation. Donc en fait comme je dirais plus ou moins la même chose que je dirais plus ou moins qu'on va rebondir sur le message que que vous avez dit tout à l'heure. C'est un petit peu la même chose. C'est le bon moment, en fait, comment communiquer dans le bon moment sur un bon canal en travaillant le bon message pour atteindre la cible. Donc, en fait, c'est face à un consommateur qui est surinformé. Le nombre de publicités qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, par exemple, sur le feed d'actualité, c'est qu'on est bombardé et surinformé d'informations. Donc, on a toutes les informations, on a l'accessibilité de chercher sur les moteurs de recherche, d'avoir les informations en général. Donc, en fait, c'est que chacun, selon le produit, chacun a son canal de communication. D'accord? Par exemple, une femme, moi je donnerai ici l'exemple d'une femme de moins de 50 ans, une ménagère qui a un smartphone, elle est connectée, je dirais, constamment. Donc, préférablement de la cibler avec une campagne SMS, un emailing. Par contre, un jeune, c'est plus Instagram, par exemple, Twitter, Facebook, quelque chose du genre. Donc aujourd'hui, il faut juste choisir le bon moment pour bien transmettre le message, avoir le bon message déjà et choisir le bon canal pour transmettre le message à la personne concernée. Ah ben, là aussi, c'est réellement complètement clé dans le processus de communication et de.
C'est très très compliqué. Je pense que ça, c'est vraiment un des points les plus compliqués parce qu'effectivement, on est multi-écran aujourd'hui. Tu vois, on peut regarder la télé et pour autant être sur une tablette ou sur un téléphone. Donc, alors, la ménagère de moins de 50 ans, ça me fait toujours marrer parce que je pense qu'elle est morte. Il faut oublier aussi la ménagère de moins de 50 ans. Il n'y a plus beaucoup. Une ménagère, c'est quelqu'un qui reste à la maison et qui fait le ménage et tout ça. Bon, en Europe, il n'y en a plus. Tout le monde travaille. Enfin, voilà. Donc, bon, ça me fait un peu Effectivement. marrer, mais le Mais truc de la presque ménagère de au moins de Maroc, 50 ça existe toujours, Monsieur Perrolo. Ouais, mais il y en a un smartphone. Effectivement, moi, la génération de ma mère, en fait, principalement, c'est que c'était des gens déconnectés carrément, alors que dernièrement, enfin, pas dernièrement, mais ça fait des années, c'est qu'on arrive aussi à, voilà, super connecté, à lire des Ah ben, emails. j'ai aucun doute. Et je pense même que vous allez aller beaucoup plus vite que l'Europe ou les États-Unis, par exemple, puisque vous allez passer très vite. C'est là où le Maroc est. Alors, le Maroc et l'Afrique en général, mais le Maroc en particulier, puisque le retail est quand même très, très avancé déjà au Maroc. Et je pense que vous avez cette chance inouïe, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants, justement, vous avez cette chance inouïe quand vous allez faire en 5 ans les progrès que nous, on a fait en 20 ans et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, euh, la communication sur le smartphone et tout ça, j'ai aucun doute. La seule chose que je voulais te dire, c'est que la ménagère de moins de 50 ans, elle est morte. Elle est morte en Europe et je pense qu'elle est morte au Maroc aussi. Il y a d'autres phénomènes et d'autres tribus marketing à traiter que la ménagère de moins de 50 ans. D'accord. Bref, c'était pas ça le sujet, mais bien sûr que cette communication numérique est aujourd'hui la clé du succès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop intrusif. C'est-à-dire que moi, si toutes les 3 secondes, j'ai Ikea, Zara, Picard, Marjane, Carrefour et compagnie qui m'envoient un SMS, au bout d'un moment, je coupe tout et je ne regarde plus rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors, là aussi, moi j'ai vu l'historique des choses se faire depuis, depuis 20 ou 25 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est nous, shoppers, qui pouvons sélectionner les pages Facebook qu'on souhaite suivre les pages Instagram qu'on souhaite suivre. Et du coup, on ne subit plus. C'est nous qui créons notre propre magasin. Parce qu'on va dire, ouais, ok, moi, euh, Zara, je veux bien recevoir les informations. Decathlon, je veux bien recevoir les informations. Mais par contre, Marjane, je ne veux pas. Et donc, on va se créer son propre magasin. Et en fait, on va avoir comme ça, euh, bah, nous, les avis qu'on va vouloir avoir. Très bien. OK. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Bon. Cool. Et donc, voilà pourquoi il est très important de justement. Moi, je pense que le emailing aujourd'hui est en train de mourir. Je pense que le mail est en train de mourir. Euh, D'accord. on en reçoit trop. On est beaucoup trop noyé sur le mail. Et en plus, les pare-feux bloquent les mails quand Du ils spam. partent en trop grosse quantité. Si tu envoies une campagne et que tu as, mais même pas 10 000 adresses, hein, même à 1000 ou 1200 adresses, Ouais. aujourd'hui, tu as des pare-feux qui disent il a envoyé le message à 1000 personnes, donc je le bloque. Et voilà. Et donc, ça, c'est quand même un frein. Moi, je crois beaucoup à Instagram, Facebook et WhatsApp. Je pense que, voilà, emailing aujourd'hui, moi, je n'y crois plus. En fait, Monsieur Perraudot, j'aimerais rebondir juste par rapport à ce point. C'est qu'aujourd'hui, avec des taux de conversion, c'est que c'est différent par rapport à la culture avant tout. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami en fait qui est en train de vendre sur le marché brésilien. Et moi, mon expérience de vente de ma marque sur le marché marocain, c'est qu'on arrive en fait à conclure les ventes principalement sur des standards qui sont directs. Par exemple, aujourd'hui, sur Instagram ou bien via WhatsApp, c'est qu'on arrive à closer les commandes et de confirmer les commandes via WhatsApp ou via Instagram directement. Donc, aujourd'hui, c'est des canaux en fait où on arrive à clôturer ou bien à closer des deals et des commandes. Par contre, au niveau visibilité, c'est que certes que je dirais les emails, ça reste avec le spam et tout ça, ça reste un moyen qui est plus pour se faire de la notoriété, pour se faire connaître un petit peu, mais au niveau de conversion, ça reste très faible. Si on remarque, parce que avec des outils tels que Mailchimp ou bien Sendinblue ou quelque chose du genre, c'est qu'on a les statistiques
ou bien les highlights des personnes qui ont ouvert. Et on arrive à Ouais. voir que les personnes, de moins en moins, ouvrent leurs emails, et surtout quand il s'agit de campagnes de mass mailing. Ah ben, tout à fait. Non, non, mais pour moi, moi, ma recommandation, elle est ne perdez ni de temps ni d'argent avec Mailchimp ou Sendinblue. Pour moi, je pense que, à moins d'avoir vraiment 300 000 adresses, auquel cas tu vas en avoir 10 000 qui vont ouvrir le message. Mais si tu as une base avec 10 ou 15 000, tu vas en avoir 50 hein, qui vont ouvrir le message. Donc, Effectivement. moi, je pense qu'il vaut beaucoup plus. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment Facebook, Instagram et WhatsApp. WhatsApp. Et je pense que WhatsApp, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur WhatsApp. Effectivement, effectivement. Surtout des pays en voie de développement principalement. Ouais, ouais, ouais. Non, des pays, moi, j'appellerais pas. Alors, tu vois, c'est pareil. C'est comme la ménagère de moins de 50 ans. Je pense que les pays en voie de développement, c'est mort aussi. Il faut arrêter parce que je pense que vous êtes. C'est bon, je ne vais plus parler Euh, de la ménagère de moins de 50 ans. non, oublie, celle-là, tu me l'enlèves. Et non, et je veux juste rebondir sur les pays en voie de développement. Non, je pense les pays en développement rapide. Et c'est la différence entre l'Europe et l'Afrique. C'est que D'accord. l'Europe, encore une fois, on s'est développé, nous, sur la partie retail. Hein. Je ne parle que du retail. C'est la seule chose que je connaisse au monde. Hein. Donc, sur la partie retail, nous, on s'est développé en 50 ou 60 ans. Quand vous, encore une fois, vous avez vu développer en 8 ou 10 ans. Donc c'est pas en voie de développement, c'est en développement rapide. C'est autre chose. Bah, alors, il y a de la positivité, il y a de l'optimisme par rapport à ça. Quand on dit Et toujours. développement rapide, Ah c'est qu'il bah, y a un énorme potentiel derrière alors. c'est la moindre des choses, c'est si on n'est pas optimiste. Alors, surtout en ce moment, si on n'est pas optimiste, vaut mieux rester chez soi et puis se coucher. Et, voilà. Et comme c'est pas Parfait. notre genre, on continue. Très bien. Alors, en Ah, fait, là, j'ai donné. apocalypse. Effectivement. Alors là, en fait, j'ai essayé de donner, parce que principalement à partir de 2018, il y a eu une certaine redression pardon, sur plusieurs magasins physiques. Donc j'ai donné l'exemple avec 3 pays que je trouve en fait qui sont, enfin c'est un petit benchmark. Je suis pas rentré sur le Maroc, mais j'ai mis les États-Unis, l'Angleterre et la France. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans un modèle qui passe du retail apocalypse et jusqu'au new retail. En fait, aux États-Unis, avec la présence d'Amazon, qui est aujourd'hui Jeff Bezos avec la plus grande richesse selon le magazine Forbes d'ailleurs, et ça a grimpé selon les actions en fait d'Amazon suite au Covid-19. Donc moi en fait c'est que on remarque en fait que Amazon au marché américain ça représente plus de 50% du commerce, avec plus de 100 millions d'abonnés sur l'offre Amazon Prime. Donc aujourd'hui l'e-commerce dans le marché américain, ça prend énormément de place, principalement parce que les gens, ils ont plus cette capacité de se déplacer, ils vont partir juste pour une commande et après livraison chez soi, c'est beaucoup plus pratique, c'est optimal au niveau du temps. D'accord? Et les gens, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps pour se déplacer, pour faire les achats. Alors, en Angleterre, c'est que ce sont près de 3000 magasins qui ont fermé sur le premier semestre de 2019. Je parle retail, en fait. Et en France, en fait, en 2018, les Carrefour ont annoncé plus la fermeture de 273 magasins. En 2019, plus d'une trentaine d'hypermarchés. Et en 2019, le holding Auchan que vous connaissez d'ailleurs très bien, vous connaissez Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, vous les connaissez très bien, M. Perraudot. Donc aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont de plus en plus ferment les magasins. On est plus sur le drive, peut-être. C'est que ça ne permet pas une certaine présence sur le magasin physique. Et aussi, on est sur des magasins de proximité aujourd'hui, ou bien sur des hypermarchés. Mais les supermarchés, en général, avec une certaine ampleur, c'est que de moins en moins, on arrive à les trouver. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, M. Perrolo. Alors, pour ça, je vais prendre une métaphore où je vais vous raconter une histoire que vous connaissez les gnous, là, les antilopes, tu sais, les antilopes africaines, là, qui se fait des troupeaux énormes, c'est des très gros troupeaux de gnous. D'accord. Les troupeaux de gnous se basent toujours, avant c'est des centaines, voire des milliers d'antilopes qui se déplacent en même temps, et se basent toujours sur la vitesse des plus rapides qu'ils mettent derrière. En fait, ils mettent les plus rapides derrière pour pousser les moins rapides, et le troupeau avance comme ça relativement vite. Mais il y a toujours des gnous vieux, fatigués, malades. Voilà. Et en fait, les lions ou les loups voilà, ils bouffent ces gnous parce qu'ils n'avancent pas assez vite. Et aujourd'hui, quand on parle de retail apocalypse, c'est exactement la même chose.
que pour ce que je disais tout à l'heure sur la transformation digitale. C'est-à-dire que le développement d'Amazon, et c'est vrai qu'Amazon a plus de... Mais le développement d'Amazon a fait que tous les magasins qui ressemblaient à des gnous pauvres, fatigués, malades, vieux, hein, ben ils ont fermé. Mais c'est des magasins qui étaient condamnés. Parce que les mecs, ils n'ont rien fait. Ils ont regardé le troupeau avancer, ils ont regardé les choses passer. Il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de gens dont on dit « Ah merde, ils allaient bien, tout se passait bien et ils sont obligés de fermer ». Ça n'existe pas. Toutes les fermetures qu'il y a, et aux États-Unis, c'est monstrueux. Ton chiffre, on est plus près de 15 ou 20 000 points de vente qui ferment. Ce sont des magasins et des enseignes qui n'avaient pas bougé depuis 15 ans. Et donc, quand on n'a pas bougé depuis 15 ans et qu'il se passe ce qui est en train de se passer sur la révolution numérique, je ne parle pas de la pandémie, je parle vraiment de la révolution numérique, si les gens continuent à dire « Ah bah oui, mais moi… Là, je discutais l'autre jour avec des opticiens, une enseigne d'optique, là, ici à Paris, pas du moins en France, et ils m'expliquaient, les gens, qui fermaient entre midi et 2, ils étaient fermés tous les jours pour déjeuner, ils fermaient à 19h tous les jours, et ils étaient fermés le lundi. Donc je leur dis, moi, je ne pourrai jamais aller chez vous acheter des lunettes, parce que vous êtes fermés au moment où je suis disponible. Alors ils me disent, ah ben oui, monsieur Perraudot, mais quand même, il y a le samedi, vous pouvez venir le samedi. Ben oui, mais moi le samedi, j'ai des enfants, j'ai le foot, je vais me promener, j'ai ma femme, j'ai mes amis, je déjeune, je dîne avec mes amis. J'ai autre chose à foutre que d'aller acheter une paire de lunettes le samedi. Donc, continuez à rester fermé entre 12h et 14h, continuez à fermer à 19h, continuez à être fermé le dimanche. Mais là, vous êtes juste en train de m'envoyer chez Amazon. Vous faites tout pour m'envoyer chez Amazon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus transformer les gens en esclaves. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire tous les jours on ferme à 23h et on ne déjeune plus et on ouvre le dimanche. Ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il faut organiser les choses de manière intelligente et peut-être dire un jour, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir à 10h du matin? Parce que j'ai beaucoup de clients à 10h. Et à l'inverse, je vais ouvrir peut-être à 14h, mais par contre, je vais fermer à 22h. Ce qui va permettre aux gens qui travaillent de venir chez moi. Et là, les gens, ils continuent à ouvrir à 9h du matin. Il n'y a pas un chat qui vient acheter une paire de lunettes à 9h du matin, mais ils sont là, ils sont ouverts. Alors, ils font de l'administratif, ils balayent le magasin, ils rangent. Donc déjà, moi, quand je rentre dans un magasin, je vois que la nana est en train de passer le balai ou d'épousseter les choses, je me dis, bon, dans le cadre de la chopabilité, il y a peut-être mieux à faire comme accueil. Donc, tout ça est lié. Et donc, c'est pour ça, le retail apocalypse, c'est des gens qui ont dit, ah ben non, moi, j'ai récupéré le magasin de mes parents, ils fermaient à 19h, mes parents, ils fermaient entre 12 et 14h, donc moi, je fais pareil. Bon. Faites pareil, les amis, mais ce sera sans nous, parce que nous, on a évolué, et voilà. Donc, il ne faut pas se tromper, hein. Encore une fois, c'est vraiment ça a permis d'écrémer le troupeau des gnous, pour rester sur mon histoire d'antilope, et ça a surtout permis d'épurer les magasins qui n'étaient pas bons. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec des magasins qui sont bien meilleurs et qui sont bons parce qu'ils ont accepté la transformation et ils ont accepté de se remettre en cause. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas il faut être ouvert jour et nuit, il faut être ouvert dimanche. Non, il faut juste parfois savoir un peu aménager peut-être qu'un lundi par mois, ça vaut le coup d'ouvrir. Peut-être qu'un dimanche après-midi dans le mois, ça vaut le coup d'ouvrir. Peut-être que… Voilà, je dis juste, réfléchissons comment je peux attraper mon client quand il n'est pas disponible. Vous voyez, quand le client travaille toute la journée, à quel moment il peut venir? Donc, j'avais recommandé aux fameux opticiens là, de demander à ce qu'on coupe Internet entre midi et 2, à ce qu'on coupe Internet à 19h et à ce qu'on coupe Internet le dimanche, puisque autrement, voilà typiquement des gens qui envoient tout le monde chez Amazon. Effectivement. Et pourquoi pas, eux, ils s'adaptent par rapport aux moyens, je dirais, de vente ou bien des circuits de vente en ajoutant un autre circuit qui est de la vente sur Internet. Pourquoi Bien pas? sûr, bien Voilà. sûr. En Bien créant sûr. carrément un branding qui est adapté pour eux et de vendre aujourd'hui sur un circuit. Mais même quitte à faire même du dépôt à domicile, c'est-à-dire il faut un petit site. Moi, je sélectionne 3 paires de lunettes, ils viennent me la déposer à 20h. Le lendemain, je la remets dans un coursier, ils l'ont au magasin, et voilà. Enfin, il y a des tas Effectivement. de solutions, il y a des tas de solutions. Mais on ne peut pas se contenter de dire, ah ouais, c'est Retail Apocalypse, c'est Amazon qui nous a ruinés, c'est Amazon, c'est Amazon. Non, 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 non. Amazon, il a juste… Tout le monde aujourd'hui peut aller sur Amazon, tout le monde peut acheter sur Amazon. Donc si on continuait dans la logique de ces gens-là, depuis qu'Amazon existe,
Aujourd'hui, tous les magasins auraient fermé, ou du moins la plupart des magasins. Et il ne resterait plus que 3-4 gros faiseurs, type Amazon, Alibaba. Et voilà. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Exactement. au contraire, plus que jamais, on a besoin d'aller dans les magasins, mais il faut, encore une fois, nous donner envie d'aller dans les magasins. Effectivement, effectivement. Très bien, très bien. Alors, en fait, Il y a des réactions, je ne sais pas si les gens réagissent là, parce que moi, je balance des choses là. si, en Qu'est-ce fait, qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur Facebook, par contre, sur questions-réponses, c'est que j'ai pas de questions Non, je ne là. vois pas non plus. Mais Il y a sur pas de- Facebook, enfin, je ne sais pas si les gens nous entendent là. Si, si, Allez-y, hein, réagissez sur. Parce que réagissez là, sur la thématique. Je sais pas, les gens qui sont là, présents sur Facebook, principalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. ok. Très bien. Donc, en fait, pour la solution, en fait, les solutions ou bien dimensions, en fait, je ne vais pas donner l'exemple de la femme ménagère encore une fois. Non, s'il Je te plaît. je dirais qu'il faudrait juste penser en fait à une plus ou moins à une nouvelle user experience ou bien l'expérience utilisateur ou bien l'expérience client en général. C'est qu'il faudrait passer par la maîtrise en fait de se différencier pour avoir un magasin qui est sur Internet, qu'il faudra se différencier par rapport à l'utilisation de nouvelles méthodes telles que l'ergonomie du site web, de web design, un e-commerce, de web analytics. Ah, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Tu vois, on passe d'un commerce ouvert 8 heures par jour, 5 heures par semaine, 5 jours par semaine, à une activité 7 sur 7, 24 sur 24. Voilà. Effectivement, effectivement. Encore une fois, mon concurrent aujourd'hui, il est à Los Angeles, il est à Stockholm, il est à Douala, il est à Dakar, il est à Dubaï. Voilà. C'est comme ça. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, M. Perrodo, c'est grâce à la data ou à la database en général, c'est qu'il est indispensable de mieux segmenter et cibler en vue de diffuser le bon message à la bonne audience. D'accord. Aujourd'hui, c'est qu'on remarque que pas mal de, je dirais, les GAFA en général, enfin, Google, Google, Facebook, Amazon, Alibaba, je dirais qu'au niveau e-commerce, ils sont super puissants au niveau de base de données, puisqu'ils ont toutes les databases liées à une clientèle qui est principalement ciblée. Et c'est ça ce qui fait la différence. En fait, si on a un nouveau acteur, je dirais, par exemple, l'exemple que vous avez donné de l'opticien, c'est qu'aujourd'hui, il veut le faire, c'est qu'il doit avoir du temps pour constituer la base de données propre à lui. Donc, ce qui va lui permettre un investissement. C'est vrai qu'après, il y aura un ROI, un retour sur investissement, mais c'est qu'au début, c'est qu'il y a un investissement colossal qu'il faudrait dépenser de l'argent dans la publicité, dans le référencement naturel pour apparaître dans les résultats de recherche, tout en étant dans une région bien spécifique, par exemple Paris, c'est qu'il doit apparaître. Et pour apparaître, il should to pay. Tu dois payer en fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, sans investissement, c'est possible de se faire créer une database ou bien une base de données sans payer trop d'argent? Une solution plus ou moins optimale pour développer ça. Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la database. Je ne sais pas trop. Je pense qu'effectivement, tu as donné la réponse. Je n'ai pas plus de réponse que ça. C'est-à-dire, un, c'est un investissement. Donc, à un moment donné, il faut accepter d'investir. Peut-être que plutôt que de faire de la pub à tout va et de la communication un peu disséminée, ça vaut le coup d'investir dans une database. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire, ça peut se faire aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire, il faut, il faut trouver les bons contacts, les bons, mais ça peut être des clubs de sport, ça peut être des clubs d'animation, ça peut être. Voilà, je pense que quand on est retailer dans un coin, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher partout des informations sur les clients. Après, c'est vrai que si tu veux ouvrir un business international et que tu cherches à avoir 400 000 contacts, bon, bah là, ça va coûter un peu d'argent, mais je n'ai pas la réponse là, je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. En fait, même sur une région bien spécifique, c'est qu'on a un magasin aujourd'hui qui vend c'est un opticien sur une région Paris 14e par exemple, c'est qu'on est obligé de cibler les gens qui sont là. Donc, minimum, s'il y a un investissement, même si on est sur un territoire bien cerné ou bien dans une zone de chalandise, plus ou moins, c'est qu'il faudrait investir de l'argent derrière. C'est vrai que pour constituer une base de données qui va permettre au business par la suite de se développer avant tout.
Ouais, mais ça, je pense qu'il y a moyen de récupérer des bases de données de façon plus intelligente que de systématiquement acheter des bases de données. Je pense qu'encore une fois, surtout quand c'est sur des clusters comme ça très petits, si c'est juste pour un arrondissement à Paris, Ouais. euh, il y a moyen, enfin, encore une fois, via les clubs, via les associations, de récupérer des tas d'informations. Bon, après, on peut acheter. Hein, encore une fois, c'est un investissement, c'est quand même pas non plus. Si c'est juste acheter un arrondissement de Paris, c'est pas très très cher. Hein, c'est pas, donc voilà, mais là, non, là, pour le coup, j'ai pas de solution miracle. D'accord, très bien. Ok, donc là, je vais passer à quelque chose que déjà, moi, j'ai eu pas mal d'informations de votre part sur ce nouveau consommateur shopper appelé shopper 2.0 génération connectée. Donc aujourd'hui, comment se caractérise le comportement du shopper connecté? Moi, j'ai essayé de mettre sur un point de vue les différents en fait, portraits types d'un client shopper connecté. Donc j'ai mis le client qui est aujourd'hui, qui est de jour en jour impatient, avec 70%, je prends l'exemple du marché français principalement, 70% des Français attendent une réponse à un mail sous 24 heures. Donc, si tu envoies, tu as une réclamation, par exemple, et tu envoies un boulanger ou un darty après un achat d'ordinateur, par exemple, c'est que tu attends une réponse ou bien on est dans l'impatience. On doit avoir une réponse et un feedback le plus vite possible. Donc, aujourd'hui, côté réseaux sociaux, la tolérance est moins d'espérer une réponse de moins de 4 heures sur Facebook. Et en plus, l'algorithme de Facebook, c'est que si tu as une page, tu mesures la réactivité de la messagerie. Donc, si tu prends plus de temps pour répondre à tes clients, par exemple, c'est que tu es moins actif au niveau de réponse. Donc, ce qui influence sur l'apparition de votre page. D'accord? Et aujourd'hui, le client, il est super connecté puisqu'il passe plus de 80 minutes chaque jour sur son smartphone avec 21 millions d'actifs sur Facebook. Nul besoin d'expliquer à quel point une stratégie omnicanal s'impose. Et aussi, le client cross-canal, et ce point, j'aimerais que vous l'expliquiez un peu plus, il commande de plus en plus sur son smartphone en e-commerce, principalement selon une étude, c'est qu'il y a une hausse en 2019 à plus de 11% de chiffre d'affaires, à peu près 103,4 milliards d'euros, alors que le M-commerce augmentait le sien de 54%. Voilà. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, là, sur ta slide, tu parles de e-commerce, de m-commerce. Pour moi, ça n'existe plus. C'est du commerce. C'est Donc, du commerce. après, faut pas être bonnet. Et voilà, je vais quand même répondre à ton point. Mais gardez bien ça en tête. On parle avant tout de commerce. Le reste, c'est des moyens. Donc, s'il faut choper les gens sur le mobile, on va les choper sur le mobile. S'il faut les choper sur une tablette, on les chopera sur une tablette. S'il faut les choper dans un magasin, on les chopera dans le magasin. Ce que je veux dire, ne gardons le support, gardez bien en tête que le support n'est qu'un moyen. Ce n'est pas un objectif. L'objectif n'est pas de développer des ventes sur le mobile. L'objectif est de récupérer les gens qui sont sur le mobile pour leur faire des ventes. C'est différent hein, dans l'approche. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, pour le reste, bah, ça, suit, ça suit la logique de l'équipement en smartphone et voilà. Quand on sera à 80-90% d'équipement en smartphone, qu'on aura de la 4G partout et du Wi-Fi et tout, et ben on dira ok les gars, c'est bon, maintenant on peut vendre ce qu'on veut sur le téléphone. Mais encore une fois, je veux vraiment que vous fassiez attention à ça, et particulièrement les jeunes, là, voilà, c'est toujours tentant d'avoir une appli, de vendre des choses sur le téléphone et tout ça. Mais il faut être sûr que les gens en face l'utilisent. Et aujourd'hui, il faut regarder le taux d'équipement, il faut regarder les connexions. Moi, dans ma Bretagne lointaine, là-bas, les connexions ne sont pas bonnes. Tu pourras, j'ai pas la fibre, tu pourras me faire ce que tu veux sur le mobile, alors qu'ici à Paris, j'achète pas mal sur le mobile. En Bretagne, je ne peux pas. J'ai pas la connexion. Donc, au Maroc, j'imagine, c'est la même chose. Il y a des endroits où tu n'as pas la connexion, tu n'as pas la 4G. Bon, voilà. Donc, il faut rester quand même très, très méfiant avec ça. Et c'est pour ça que la génération 2.0, 3.0, ok, moi je veux bien, mais ce sont des gens qui habitent à Paris, à Casablanca, à New York, à Los Angeles. Ouais. C'est bien, ça représente, je vais dire une connerie, mais je crois que globalement, ça doit représenter à peu près 50% de la population. Donc, sauf que ces 50% de la population, quand tu habites à Paris, moi j'habite plein centre de Paris. Je descends
descends de chez moi, j'ai 250 magasins autour de moi, j'ai 2 Sephora, j'ai une Fnac, j'ai un Zara, à moins de 300 mètres. Donc, pourquoi je vais aller acheter sur le téléphone? Donc, il y a vraiment tout un calcul à faire. Et c'est pour ça que le Shopper 2.0, et tu as raison dans ta description, il faut aller vite. C'est 3 clics, je crois, pour faire l'achat. Je pense que Oui, au quelque moyen, chose comme ça. Hein, c'est ça, effectivement. en 3 clics, Oui. je dois pouvoir avoir acheté le produit. Je rentre mon numéro de carte bleue une bonne fois pour toutes. Si j'ai besoin à chaque fois de re-rentrer mon numéro de carte bleue, on n'en finit pas. Donc, il y a vraiment des choses. Il y a un phénomène sur lequel tu n'as pas parlé du tout, et je ne suis pas sûr que tu aies prévu de parler, où le retail a énormément de travail à faire. D'accord. Le retail, en numérique ou pas, c'est le paiement. Le paiement, aujourd'hui, est un des moments les plus anxiogènes et les plus marquants dans l'expérience client. Que ce soit en point de vente ou sur le net, le moment du paiement est un moment clé aujourd'hui du retail. Effectivement. Donc voilà, quand effectivement il passe 80 minutes par jour sur son smartphone, je dois bien réussir à lui glisser un peu de choses pour qu'il achète. Effectivement, j'aimerais bien rebondir sur ce point. C'est vrai que je ne l'ai pas entamé dans ma présentation. C'est qu'aujourd'hui, le paiement, c'est la phase décisionnelle, je dirais, du parcours d'achat en général. C'est qu'une personne, c'est bon, vous avez un site web qui est référencé, qui est apparent, visible sur les 3 axes que vous avez cités tout à l'heure. On a un site qui est visible, les produits sont bien présentés, avec de très jolies photos, avec un bon descriptif de produits. On arrive à passer à l'acte du clic en fait pour ajouter au panier, mais c'est l'acte en fait qui concrétise tout le processus, c'est l'acte de paiement. C'est le fait que la personne rentre et écrit les 14 chiffres de sa carte bancaire avec le CV en fait, avec le code et avec la date d'expiration. C'est là où le moment qui va faire la distinction et la rentabilité pour le site. Donc à la fin, c'est que aujourd'hui il y a pas mal d'outils qui sont, je dirais, je vais citer le retargeting par exemple avec le pixel, que ce soit Facebook ou bien du Google Analytics par exemple, c'est que ces personnes-là, dès qu'ils arrivent sur la page de, je dirais, de checkout, la page de checkout, c'est qu'ils sont retargetés. Tu arrives à faire des campagnes qui sont ciblées. Toutes les personnes qui sont passées et qui ont fait un achat abandonné ou bien un panier abandonné, tu retargetes toutes ces personnes-là en vue de concrétiser l'acte d'achat et de conclure l'acte d'achat. Donc, c'est vrai qu'il faudra avoir un accompagnement et toute je dirais, une ergonomie, une simplicité à pouvoir, sans faire du retargeting, pousser la personne à faire rentrer ses chiffres et à faire rentrer les coordonnées de sa carte bancaire en vue d'acheter. Donc, c'est ça le travail qui doit être fait en source. Je suis entièrement d'accord. Malheureusement, je n'ai pas fait la projection sur ce point, alors que c'est un point super essentiel et intéressant par rapport à la vente en e-commerce. Oui, oui, mais en e-commerce ou en pas e-commerce d'ailleurs, parce que c'est pareil, si j'arrive dans un magasin et que je vois qu'il y a un quart d'heure de queue pour payer, eh bien, je dépose et puis je m'en vais. C'est aujourd'hui devenu un des éléments clés du passage et de l'expérience client, c'est la caisse. Voilà. Effectivement, effectivement. Très bien. Donc, là, je vais parler de la data, mais ce n'est pas un problème, vu qu'on a parlé de la data, je vais passer directement à la réalité augmentée. Moi, vous avez souri, monsieur Perrodo. Sincèrement, moi, c'est parmi les choses que j'aime bien. Au bout d'un moment, c'est que quand j'avais l'agence en fait au Maroc, c'est qu'on a essayé de travailler surtout avec L'Oréal, sur cette partie réalité augmentée, avec le testing des produits sur le visage et tout ça. Et je pense en fait que c'est un choix qui est un facilitateur de choix et qui permet un taux de conversion en client, en acheteur qui est bien. Aujourd'hui, c'est que, en fait, je sais pas, vous en pensez quoi en général? Parce que moi, j'ai fait que ça permet, en fait, la réalité augmentée, ça permet un parcours d'achat qui est plus fluidifié. Elle permet donc l'optimisation de l'agencement des lieux avec un emplacement des produits qui est plutôt spécifique et optimal. Et aussi par rapport au choix, ça permet une certaine facilité en vue de permettre à la personne de choisir ce qu'elle veut. Donc, que ce soit aujourd'hui, par exemple, Conforama ou Ikea, Kitea, du genre des gens qui vont de l'immobilier simplifié, c'est que vous pouvez utiliser la réalité augmentée en vue de permettre à ces personnes de faire des choix décisionnels
sur leur maison, enfin, sur leur aménagement, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de la réalité augmentée et son impact pour la promotion des marques ou bien des magasins? Alors, là-dessus, j'ai un avis assez tranché, pour une fois. Euh, il y a deux choses sur la réalité augmentée. D'abord, un, je pense que ça doit s'appliquer que à certaines catégories. Faut surtout pas essayer de me faire de la réalité augmentée sur l'alimentaire, par exemple, parce que on va pas me vendre des poireaux ou des tomates avec de la réalité augmentée. Donc, ça s'applique vraiment qu'à quelques catégories de produits, quelques, pas toutes. Et la deuxième chose, c'est que plus on va mettre de technologie, plus on va mettre de choses, mieux ça doit marcher. On revient au même principe que le digital tout à l'heure, c'est-à-dire, OK, on va faire de la réalité augmentée. S'il y a le moindre défaut, on a juste l'air des peintres. Et, euh, et donc, il faut surtout que ça soit vraiment très professionnel. Or, aujourd'hui, je vois trop de choses en réalité augmentée. C'est juste parce qu'on a le masque ou les lunettes, et hop, on se dit c'est bon, ça va marcher. Non, il faut vraiment que l'utilisation soit réservée à des professionnels. Et c'est pour ça que moi, là aussi, je suis assez méfiant. Je ne sais pas si ça apporte. Alors, c'est vrai que quand on le maîtrise, tu citais le cas avec L'Oréal, et Dieu sait si L'Oréal le maîtrise, la réalité augmentée, bien entendu, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment, vraiment être très, très prudent là-dessus. Effectivement. Mais ça reste un facilitateur, en fait. Mais je suis entièrement d'accord sur le point du secteur d'activité ou bien du produit. Ouais, Que, ouais. Il faut vraiment que ça soit bien fait. ouais, effectivement. Alors, en fait, j'ai vu dernièrement, vous avez déjà posté quelque chose sur le feed digital, sur le Monoprix, la défense ou quelque chose du genre. En fait, il y a eu un concept dernièrement, un post sur LinkedIn, si je me rappelle. Euh, J'aimerais que vous me parliez un petit peu, M. Perrello, sur le feed digital en général. Donc, aujourd'hui, la possibilité de tester un nouveau canapé chez soi, par exemple. Ah oui, alors ça, c'est pas. Ouais, le figital, c'est quand tu mélanges le commerce physique et le commerce numérique. Voilà. Donc, c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein. Il y a pas de choses. Voilà. Donc, ça, bien sûr que ce truc d'essayer le canapé chez soi, là, c'est pareil. Moi, je pense que ça ne peut qu'amener des bonnes choses. Il ne faut pas se tromper, hein. Le Figitol, c'est vraiment le commerce physique allié au commerce numérique. Donc, le simple fait d'avoir un magasin physique et un site internet qui fonctionne bien, tu fais du Figital. D'accord. Forcément. D'accord. Donc, Ok. c'est vraiment le tout. Et c'est, encore une fois, c'est là où je disais tout à l'heure, on ne parlera plus de e-commerce, de m-commerce, de retail, de machin, de machin. Je pense qu'on peut parler, quand on parle de Figital total, c'est le retail. Alors après, il y a le fi-digital, ça c'est encore autre chose, on invente des mots, voilà, où c'est l'utilisation de la techno pour mettre les produits chez soi. D'accord. Et là, mais là, toujours la même remarque, ça ne peut être que bénéfique quand c'est bien fait. Voilà. Je n'ai pas autre chose à dire, hein. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres. Très bien. Donc, à C'est ce pas. qu'on comprenne, le fil digital, c'est tout simplement la fusion entre le digital et entre le point de C'est vente ça. physique. C'est ça. Très bien. OK, très bien. D'accord. Quand principalement on est arrivé à la fin de cet échange, je dirais, je tiens vraiment à vous remercier. Par contre, j'ai deux petites questions des personnes sur Facebook, si ça ne vous dérange pas, Monsieur Perrodo. En Non, fait, du tout. est-ce qu'aujourd'hui, la partie digitale nécessite un investissement en termes de publicité ou bien on peut partir sur l'organique? Non, ça, ouais, ça sera tout seul. Une présence sur les réseaux, ça sera tout seul. Il n'y a pas besoin de publicité. Et voilà. Soyez actifs sur les réseaux et Pierre qui roule, la masse de la mousse, hein. Voilà, Donc, c'est pas la peine parce que pour se différencier, c'est qu'il faudrait payer en fait en vue d'apparaître. C'est que je pense que le résultat aussi sur si l'organique. votre contenu, si le contenu est bon et si le contenu est attractif, voilà, il grossira par lui-même. D'accord, très bien. Alors, deuxième question, c'est que le shopper marocain, c'est quoi ses particularités? C'est qu'il est marocain. Alors, ça, c'est une question. En fait, là, c'est pareil. Moi, j'y crois pas aux shoppers marocains, de même que je crois pas aux shoppers français. Je pense un jeune Marocain aujourd'hui ou une jeune Marocaine. euh, Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous regardez les séries sur Netflix.
En gros, vous vivez comme les jeunes à Paris. Donc, la différence de shopping, elle ne se fait pas parce que vous êtes marocain. Elle se fait parce que vous avez 20 ans, ou vous avez 30 ans, ou vous avez 40 ans, vous avez 2 enfants, ou vous en avez 60. Et voilà. Là, la différence. Alors, là où il y a quand même une différence, mais ça, c'est une différence euh, de culture. C'est moi, je ne mange que du beurre salé. Le beurre doit être salé. Le reste du monde mange du beurre doux, sans sel. Nous, les Bretons, on ne mange que du beurre salé. Bon. Mais ça ne fait pas de moi un shopper différent. Vous faites beaucoup de cuisine à base d'huile, de farine, de choses comme Les ça. épices, effectivement. Bah, voilà. Mais ça ne fait pas de vous, dans l'acte de choper, ça ne fait pas de vous des gens différents. Il y a juste que là où moi je vais acheter du beurre salé et des œufs pour faire des crêpes, vous allez acheter des épices, de la farine. Mais votre façon d'acheter, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous achetez, c'est comment vous l'achetez. Et donc c'est pour ça que le shopper marocain, sa seule définition, c'est qu'il est marocain. Mais je ne vois pas d'autre. Vous voyez, je prends toujours le même exemple. Je pense que j'ai des enfants hein, qui ont globalement votre âge. Je pense que vous consommez de la même manière, parce que vous subissez les mêmes. Vous êtes sur les mêmes réseaux, vous regardez les mêmes films, vous regardez les mêmes séries. Voilà. Donc, vous êtes influencé par les mêmes choses. Alors, peut-être que mes enfants écoutent, j'en sais rien, de la musique peut-être moins marocaine ou orientale que ce que vous. Mais encore une fois, c'est pas grave. C'est la manière dont vous écoutez, la manière dont vous achetez la musique. Je serais satisfait, Monsieur Perrodo, si vos enfants écoutent le Chebi marocain. Je pense pas. Oui, mais est-ce que les vôtres, ils écoutent du bignou et de la cornemuse? Écoutez, pas mal de Marocains écoutent Charles Aznavour, je sais pas, mais des classiques français et tout. Ah, bon. Non, non, mais voilà. Donc, moi, le shopper marocain, j'y crois pas. D'accord. Dernière question de Hicham Manar. Quels sont les enjeux du retail dans une époque dominée par le digital? Hicham, on pense qu'on a répondu, mais bon, si c'est possible de rebondir, je pense qu'il Non, était. mais les enjeux, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, on a déjà bien répondu. Les enjeux, c'est de donner envie aux gens d'acheter. Et quand vous donnez envie aux gens d'acheter, ils achètent. Le meilleur exemple, c'est Nespresso, ou du moins un des meilleurs exemples. Nespresso, il multiplie le prix du café par 5. Et tout le monde achète du Nespresso. Apple, c'est juste les produits techno les plus chers au monde. Et bien tout le monde, comme on a envie d'acheter Apple, comme on a envie d'acheter Nespresso, on achète Nespresso et Apple. Et donc, donner envie aux gens d'acheter. Et ils achèteront. Très bien, parfait. Une belle conclusion. Oui, dites-moi. Ça fait une belle conclusion, je dis. Parfaitement, parfaitement. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour c'est cet gentil, échange. mais c'est un plaisir, moi. Merci beaucoup, Monsieur Perrodo. Moi, c'est que je suis très honoré d'avoir assisté à tous vos cours et de garder toujours ce bon contact avec vous. Merci pour cet échange, pour les personnes qui étaient présentes avec nous. Merci pour les personnes pour la réactivité qui étaient aussi présents. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et très bonne semaine. Vous aussi, merci, c'était un vrai plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.